bienvenue dans ce nouvel épisode de The 5 O'Clock Tea Podcast. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Ousmane Diarra, écrivain malien, poète, conteur et gardien infatigable de la mémoire africaine, à travers ses romans puissants comme La route des clameurs ou Le retour d'Abou. Il bouscule les silences, interroge les douleurs du continent et redonne voix aux oubliés de l'histoire. Si on peut savoir plus sur Ousmane Diarra. Je suis Ousmane Diarra. Je suis né dans un petit village du Mali, dans le sud du Mali. Et j'ai perdu mes parents à l'âge de 2 ans, donc je ne les connais pas. On m'a fait venir dans le village de ma mère, où j'ai été élevé par mon oncle et ma grand-mère. Mon oncle était à la fois éleveur, à la fois commerçant et à la fois agriculteur. D'accord. Et je me souviens encore quand les autres communautés venaient, les Arabes, les Peuls, etc. Il était avec tout le monde. Et quand il marchandait, c'est devenu comme une sorte de chanson pour moi, même si je ne comprenais pas beaucoup de choses. D'accord. Donc, en un mot, ce que je veux dire, donc de là-bas, de ce village de mon père, l'école se trouvait à peu près à 3 kilomètres dans le village de mon père plutôt. Et quand on m'a amené, je le disais tout à l'heure, deux villages qui partagent la même langue, les mêmes cultes, etc. Quand on m'a amené du village de mon père dans le village de ma mère où il y a l'école, c'est comme si j'avais changé de pays. Je pensais que les limites du monde, c'était les limites des villages, et qu'ailleurs, il y avait... Il n'y a rien. il y avait les sorciers mangeurs d'hommes. Donc, j'ai appris que le monde est vaste, pluriel et beau à travers les livres d'abord. Comme la littérature. Comme la littérature. Oui. Et plus tard, donc, je ferai d'autres découvertes. Voilà un peu, donc je suis venu, ma tante m'a fait venir à Bamako à l'âge de 13 ans, c'était une autre épreuve. Très dure d'ailleurs, parce que je suis venu avec mon prénom authentique donné par les villageois. D'accord. D'où le titre du premier roman Vieux Lézard. C'est en Bambara, c'est Bassakoro. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, moi je suis aussi intéressé par la littérature africaine, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le conte est le genre littéraire africain par excellence? Oui, moi aussi, je me rappelle... le conte, parce que je le disais à Bamako, le conte c'est l'équivalent de, on peut dire, de la littérature jeunesse. Voilà. En France, oui. En Europe. En Europe. En Occident. En Occident, oui. Même ailleurs. les gogos russes, les grands écrivains russes, ils ont écrit beaucoup de contes puisés dans le tiroir. Même les écrivains français, La Fontaine par exemple, oui. Ils ont écrit, donc c'est la mère de littérature, particulièrement en Afrique où... subsaharienne où l'écriture était peu développée. J'ai retrouvé dans des contes, on peut retrouver dans des contes les traces de l'histoire. Mais la différence avec les épopées des griots, du conte profane avec les épopées, entre guillemets profanes, populaires je veux dire, avec les épopées des griots, est que les contes s'adressaient aux enfants, aux jeunes. Tandis que les épopées, les gestes, ça flattait l'ego des fortunés. Ici, on parle peut-être de, voilà, comme dire, la culture haute, high culture, comme on dit en anglais, ou bien l'élite et les masses. L'élite et les masses, si voilà. on peut dire ça. Voilà. Donc le conte adressait plutôt le peuple, au peuple, mais plutôt l'épopée, c'était une sorte de genre qui s'adressait plus ou moins aux élites. Aux élites, et l'explication de la disparition, on peut le dire, du conte, même à Bamako, ça s'explique par ça, parce que l'élite ou les élites ont les moyens d'acheter, de payer les griots
pour relater leurs gestes. Et ça subit des déformations souvent. Mais les contes adressés au peuple parlent de la vie au quotidien des peuples. Est-ce qu'il y a un moyen de faire revivre le conte africain par l'écriture? Par l'écriture, c'est un moyen. Ils sont en train maintenant de l'adapter au dessin animé. Par exemple, Kirikou. Quand je vois Kirikou, c'est comme un conte, exactement la même chose. Le même conte, exactement. Donc ça peut amener les enfants à s'en approprier, les générations à venir à s'en approprier. Mais je ne pense pas qu'à part l'écrit, on peut les sauver. Je ne pense pas qu'à part l'écrit, on peut sauver les contes. L'écrit est le seul moyen pour moi de les sauver, de les préserver, quitte aux conteurs d'aller les lire et ensuite de les raconter à leur façon, parce que ce n'est pas figé non plus. Chaque conteur les réanime avec son talent et avec son savoir-faire. Par exemple, moi je me rappelle que ma grand-mère était conteuse. Voilà. Je me rappelais, par exemple, elle était au centre, autour d'elle, elle racontait des contes comme ça. Et je retenais les contes plus que je retenais tout ce qui est écrit. Maintenant, la littérature africaine ou bien l'écrivain africain, son rôle de ramener, donner de la vie au conte africain par l'écriture, sans bien sûr perdre cette valeur de l'oralité. De l'oralité et tout. Oui, l'écriture, c'est par souci de garder la matière, le matériau. Et c'est au conteur de redonner la vie. Le conteur, il ne va pas prendre... Par exemple, moi, quand j'écris un conte, il m'est désormais difficile de le raconter. Il me devient difficile de le raconter. Parce que j'ai l'impression que j'ai beau faire en inventant des choses, mais ça se fige. Il faut que, pour que je raconte à l'aise, il faut que ça soit dans ma tête. C'est-à-dire, il faut que je le fasse oralement. C'est une chose, mais ce qui a fait sauver beaucoup de contes quand même en Europe, Grimm, etc., La Fontaine, c'est l'écrit. C'est l'écrit. Et si on ne le fait pas, je pense que c'est contre. Parce que le monde va si vite que même la lecture devient un peu... Même les contes avaient je dirais, un objectif qui était, je dirais, éducationnel aussi. Absolument. Il y avait toujours une morale derrière. Non seulement il y a la morale derrière, une leçon à apprendre. Une leçon, mais aussi, pour moi, le sens véritable du conte africain, c'est l'éducation au sens de l'écoute. Si quand la grand-mère raconte, ou n'importe qui raconte, souvent même il n'y a pas de lumière, il y a un tout petit feu, vous ne vous voyez même pas. Oui. Mais tout le monde écoute. Tout le monde écoute jusqu'à la fin. Et petit à petit, les enfants s'éduquent à cette écoute-là. Et des enfants éduqués à ça, à s'écouter les uns les autres, même quand ils deviennent adultes, ils ont plus de chance de régler leurs problèmes par le dialogue que plutôt par la violence. Ousmane Diarra, je sais que l'humour est central dans vos œuvres. Pourquoi l'humour? Pourquoi pas un autre genre, ou bien un autre style, ou bien... Parce que l'humour, c'est pas, je ne peux pas dire dans ma culture, parce que c'est une culture ouverte, comme toute autre culture. Mais l'humour permet de faire passer le plus difficile, le plus difficile, le plus douloureux. L'humour, par exemple, le théâtre,
le théâtre traditionnel, c'est basé sur l'humour. Le roi est assis, le chef de village il représente le roi, il est assis. Et son représentant, ce n'est pas lui-même en personne, mais il est désigné comme tel. Les comédiens viennent le saluer d'abord et ils jouent des scénettes devant lui. Et des scénettes qui dénoncent les abus, etc. D'accord. Ça ne lui dit rien, parce que c'est du théâtre. Mais après, il en tient compte. Oui, c'est une forme d'exprimer ce qui ne peut pas être exprimé d'une autre manière. Voilà. Comme j'ai dit, c'est une sorte d'euphémisme. Au lieu de dire un mot qui est un petit peu, je dirais, un peu lourd, douloureux, comme vous avez dit, mais de le dire d'une autre façon qui va être accepté par un groupe de lecteurs ou bien par une société. Tout à fait. D'accord. Quand vous parliez de votre enfance, vous avez mentionné les 2 villages. Et ça me ramène au concept de l'identité africaine. Première question, comment vous abordez le sujet de l'identité africaine dans vos œuvres? Est-ce que c'est un thème central ou bien c'est un thème qui n'a pas, je dirais, qu'un dépassé pour vous ou bien c'est le thème africain qui doit être abordé? Pour moi, en tant que personne, toute identité est plurielle et ouverte. Pour moi, il n'y a pas une identité figée. Culturellement, on dit, pour qu'un arbre soit arbre, il faut que ses racines soient bien enfoncées dans l'humus. Dans la terre. Oui. Mais les racines sont multiples. Ce n'est pas une seule racine. Bien sûr. Oui. Il y a plusieurs racines. C'est pareil pour les branches, donc c'est pareil pour l'identité. Personnellement, j'ai une identité plurielle. D'abord, je vous disais, l'ethnie entre guillemets à laquelle j'appartiens, ce n'est même pas une ethnie, c'est plusieurs communautés qui sont réunies dedans. Alors elle est plurielle par défaut? Elle est plurielle par défaut. Même pas par défaut, elle est plurielle. On ne peut rien faire, elle est plurielle. Moi-même, je suis pluriel. Parce que j'ai des grands-parents qui sont Peuls. Et dans le bois sacré, on nous dit que certains de nos ancêtres combattaient à dos des dromadaires. Étaient-ils des Arabes? Étaient-ils des Touaregs? C'est pas écrit, on ne le sait pas, mais nous le pensions. Nous le pensons. Nous pensons que nous sommes à la fois, tout le monde est unique. Et c'est ça l'identité, de mon point de vue. Je ne peux pas me figer sur une seule identité. Parce que chaque fois que je découvre un autre monde, une autre culture, une autre façon de penser le monde, j'en prends une partie pour ajouter à mon identité. Cela ne détruit pas... Ça se forme brique par brique. Voilà, cela pourtant ne porte pas atteinte à mon identité de départ. Cela ne porte pas atteinte à l'identité africaine, etc. parce que nous avons des particularités même dans l'identité africaine. C'est-à-dire, comme je l'ai illustré tout à l'heure, 2 villages séparés d'à peine 3 kilomètres. Quand j'ai changé de village, c'est comme si j'avais changé de pays. Il y a des points communs, beaucoup de points communs, mais il y a de grandes différences. Je crois que c'est unique pour l'Afrique. C'est une chose de voir, on a cet pluralisme qui existe, je crois, partout en Afrique. Et c'est quelque chose qu'on doit utiliser pour avancer. C'est pas un obstacle d'être. C'est pas un obstacle. C'est pas un obstacle d'être
voilà, peut-être différents groupes, soit ethniques, soit, je ne sais pas, dans un territoire qui est, voilà, limité. Oui. Mais bien sûr, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est source d'enrichissement. Bien avant les crises actuelles et pendant aussi que mon pays traverse, j'ai écrit et publié des articles pour dire que le Sahel est un espace ouvert, ce n'est pas un espace fermé. Ce n'est pas comme dans les pays boisés, forêts, où on peut trouver des gens entre eux, enfermés, etc. Non, le Sahel n'est pas ça. Le Sahel est un espace ouvert, c'est un espace de circulation, donc de brassage des populations. Entre l'Est et l'Ouest. L'Est et l'Ouest de l'Afrique, et le Nord et le Sud. Et le Nord et le Sud. Donc, normalement, ces problèmes ne devraient pas exister. Ces problèmes, ils n'ont pas existé avant. Hein. On les a instrumentalisés maintenant, sinon on vivait. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de friction, mais on arrivait à cause du climat, du climat dur. C'est un climat dur. C'est un climat dur. On était obligés, les communautés étaient obligées de gérer leurs différences pacifiquement. De coexister, même d'exister ensemble. Dans le même village, vous trouverez des Peuls, des Bambara, ceci, cela. Même dans mon village aujourd'hui, il y a toutes les ethnies. Il y a toutes les ethnies sur les terres que nos ancêtres ont occupées, parce que nos ancêtres aussi étaient multiples. Quand ils sont arrivés sur les lieux, là-bas, il n'y avait pas que des Bambara. Hein. Il y avait toutes les communautés, des Soninké, des Peuls, de ceci, de cela, qui se sont libérés ailleurs et se sont organisés, se sont mis ensemble pour aller occuper un terrain sur lequel vivre. Donc, tous ceux qui venaient d'ailleurs... un esprit de communauté exceptionnel. C'est ça. En 2002, j'ai publié un autre texte dans un journal, Lettre ouverte des Maliens à lui-même. Je suis parti du symbole de mon village pour dire que normalement, ces différences entre ethnies ne doivent pas opposer. Et même cette différence entre religions, ça ne doit pas opposer. On a vécu comme ça depuis les temps immémoriaux, on a géré ça. Et je l'ai écrit. C'est que les armes, même les conquérants qui voulaient islamiser le pays, par la force des armes, ceux qui n'ont pas reçu l'appel à reçu. C'est-à-dire, entre les deux guerres mondiales, le Mali, je l'ai lu, était à 80% à peu près animiste. Mais aujourd'hui, il est 95% musulman. Ce n'est pas par la guerre qu'on est arrivé à ce résultat-là, mais dans la paix. Les gens ont côtoyé les musulmans, qui les maîtres, hein. Les maîtres, hein, pas ceux qui ont appris 2 mots ou la sourate seulement et qui veulent imposer, mais les maîtres. Quand je suis arrivé à Bamako, pour résumer, mon camarade de classe, son père était le chef de la Tijania. Comment on peut revivre toutes ces pratiques-là pour le bien-être des Africains, pour le bien-être des pays africains? C'est quoi le rôle d'un auteur? C'est juste écrire? C'est juste écrire, parce que écrire, c'est témoigner. Et pour répondre à votre question, pour moi, c'est par la circulation du savoir sain. La circulation du savoir, c'est la circulation des livres, parce que tous nos livres-là, ça passe par la France. Les livres publiés au Maroc ici, peut-être si on passe par la France, on ne les aura pas au Mali. Les livres de Maliens publiés en France ou même au Mali ont peu de chances pour arriver ici. Or, pour se connaître et retrouver ces valeurs partagées, jadis partagées là, ces valeurs saines, il faut la circulation des écrivains, la circulation de leurs œuvres et les rencontres de ces gens. Alors, l'échange. Je pense qu'il nous faut ça. D'accord. Et on en a besoin. Et c'est urgent.
Parce que quand chacun s'enferme sur lui, il n'y a pas de communication. Oh, bien sûr. Or, bien tant sûr, qu'on bien ne sûr, communique bien pas sûr. aussi, il est difficile de se faire comprendre les uns aux autres. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est quoi la place de la littérature africaine dans le paysage mondial? Oui. Bon, toute littérature, sa place dans le paysage mondial, c'est d'apporter quelque chose dans ce que vous écrivez, dans le livre. Il faut que les livres aient des choses authentiques de chez l'auteur, dont la culture dont l'auteur s'est nourri, mais qui soit accessible au reste du monde. Il y a donc une esthétique, exigence africaine d'abord. Je pense que la véritable littérature réside dans la sincérité. Et ça ne réside pas dans la géographie. Par exemple, je veux dire par ça, c'est pas... Pas seulement dans la géographie. Parce d'accord. que la sincérité, ça parle à tous les peuples du monde. Quand on écrit avec quelque chose avec le cœur, ça atteint le plus profond de l'humain. Donc, c'est accessible au reste du monde. La condition humaine est presque partout la même chose. Quelle que soit la géographie, quelle que soit la culture. La condition humaine, c'est la même chose partout. Donc, plus quelque chose est profond dans la condition humaine en Afrique, plus il va parler aux autres cultures. Donc, on va trouver un point commun entre les autres humains et nous. Mais je ne pense pas que ça soit productif de s'enfermer sur sa seule culture. Je sais que j'ai une culture, oui. Mais Bambara, il faut que j'apporte. Non, c'est pas la plus. C'est ce qui est humain. Condition humaine. Dans la culture malienne, africaine, marocaine, partout, et qui peut parler aux autres cultures. Les langues, en tout cas pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, si chacun écrit dans sa langue son histoire, qui va nous lire? Parce que même au sein de la population, 90% ne sont pas lettrés dans leur propre langue, alphabétisés dans leur propre langue. En plus, pour moi, écrire une langue dans une autre langue, en tout cas pour moi en français, ça m'a tellement apporté de la beauté de ma propre langue, parce que j'ai été obligé de recourir aux sources profondes et à travailler durement aussi la langue française pour pouvoir mettre des choses de ma culture profonde, des choses qui soient compréhensibles aux autres. Oui, bien sûr. Bien sûr, l'écrivain africain qui écrit par exemple en français, bien sûr, il y a cette sorte de influence et de manipulation, je dirais, de la langue, soit française, soit anglaise, à travers laquelle il écrit. Bien sûr, il y a cet impact de l'individu, de l'auteur lui-même, par rapport à la langue. Ce n'est pas juste la langue qui influence ou bien qui impacte l'auteur, mais aussi c'est une sorte de transaction, c'est une sorte... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. L'effort qu'on y met pour se faire, ne pas d'abord trahir sa culture, entre guillemets, c'est-à-dire la source dans laquelle on a puisé l'histoire qu'on veut et qui nous a inspiré. On ne peut même pas, parce que en partie notre personnalité a été forgée par ça, enfance, etc. Et ensuite, l'école en langue française, ça vous met dans une situation telle que vous êtes obligé de composer et sans trahir ni l'une ni l'autre des deux langues. Bien sûr. Parce que quand on trahit en littérature, on n'est pas crédible. C'est-à-dire que même dans la fiction, la fiction, c'est fait de sincérité. Quand on ment, le lecteur le sait tout de suite. De mon point de vue, c'est une matière très délicate. Et toute littérature, c'est comme ça. Bien sûr. Toute littérature, c'est comme ça. On ne peut pas, on peut difficilement mentir, même si c'est inventé, l'histoire est inventée.
Bien sûr, bien sûr. Donc on le fait, on écrit avec ses tripes. On ne peut pas trahir ses tripes. Mais pour que cela soit partagé par le reste du monde, qui ne sont pas de notre culture, ni de... Pourquoi des romans scandinaves sont compréhensibles en Afrique. J'en ai lu beaucoup. D'accord. Et c'est la condition humaine qui en ressort, qui est commune à toute l'humanité. Les difficultés que les gens rencontrent là-bas dans des situations particulières, même s'il y a la neige, même s'il y a de l'eau, même s'il y a voilà, etc. Et tout. Oui. Mais c'est absolument... Les gens parfois comprennent le mot culture différemment. Oui. Pour quelques-uns, la culture, c'est toujours un espace fermé. Mais pour des gens, pour d'autres, la culture, c'est un espace ouvert. Comment on doit négocier? La culture, c'est ce qu'on peut, si on peut parler de culture, de mon point de vue, la culture, c'est ce qu'on peut apporter d'enrichissant à l'ensemble des autres cultures. C'est-à-dire, chaque culture a des spécificités positives. Et quand on ajoute cela à ce qu'on a créé comme culture, comme œuvre, cela apporte quelque chose à l'humanité. Mais ça ne veut pas dire, de mon point de vue, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que, d'ailleurs le mot culture en bambara, ils l'ont traduit par donko, seko. Donko ni seko. Donko ni seko. C'est ça. C'est le mot culture traduit en bambara. Les hommes de culture, les artistes, on les appelle donko ni seko moro. C'est-à-dire ceux qui savent, ils savent. Donko, c'est ce qu'on sait, la connaissance. La connaissance. Et seko, mettre en pratique. C'est mettre en pratique les connaissances. Les connaissances, la culture, ça sous-entend littérature, danse, chant, musique, etc. Donc ce n'est pas fermé. Ce n'est pas fermé. Mais ça puise, bien sûr, dans la sève de l'arbre duquel ça vient, mais ce n'est pas figé. Ça puise dans le sol où l'arbre pousse, mais ce n'est pas figé. Si on prend même sur l'allégorie de l'arbre, l'arbre a des racines multiples, je viens de le dire, ses branches se répandent dans le ciel, mais aussi ses graines. Ses graines ou ses noyaux, les oiseaux les avalent et ailleurs vont les planter, c'est ce qui fait que ça se multiplie. Et l'arbre peut prendre la couleur du désert selon qu'il soit dans le désert, ou la couleur de la forêt tropicale selon qu'il soit là-bas, ou la couleur de la savane, etc. etc. Mais c'est pourtant la même culture. Ils s'adaptent. Nous n'avons pas que le sous-sol qui est riche. Nos cultures sont riches. Bien sûr. Nos hommes et femmes sont riches. L'Afrique est riche. Voilà. L'Afrique est riche. Est riche, tout à fait. 100%. Le petit problème, c'est qu'on glisse, les pots de banane qu'on glisse sur les questions d'ethnie, de religion, etc., et sur lesquelles on glisse et on se fait casser la gueule. Là, ça nous retarde. Oui, tout à fait. Ça nous retarde. Voilà un peu ce que... Si j'avais des conseils à donner aux jeunes, c'est ce que j'ai à leur donner. Et qu'ils aient pour ambition l'Afrique de demain. Ce que nous allons apporter à ce que Senghor appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Qu'est-ce que nous allons donner? C'est eux qui vont le faire. Les Senghor, ils ont donné ce qu'ils avaient donné. D'autres, les Césaires, d'autres... Après Senghor, voilà, après, ça bien c'est. sûr, mais... D'autres ont donné ce qu'ils avaient à donner. Mais qu'est-ce qu'eux, ils vont donner? Or, ils ont plus de chance aujourd'hui que nous. Les jeunes, il y a l'informatique, il y a l'intelligence artificielle, il y a tout. Bien sûr, il y a des infrastructures. Il y a des infrastructures. Nous n'avions pas. Mon premier manuscrit a été brûlé dans les locaux de la maison d'édition à Djamana par des vandales. Je ne vais jamais les aimer. Merci encore une fois d'accepter l'invitation. C'était trop riche. Merci beaucoup. Et espérons de vous voir
très prochainement. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching. We thank you for your support, and stay tuned for more interesting episodes on Times of UM6B. Thank you very much.